Un moment historique se déroulait. C'était la finale des poches, le tournoi du chemin des plus forts. Lundian God of War Lingier affrontate le Genie Sword Saint Bailey Chongqing. L'affrontement ultime entre deux légendes invaincues. L'animateur se demandait si la force incroyable et le contrôle parfait de Linji pouvaient venir d'un joueur normal. Un homme en armure rouge se jeta sur son adversaire blond. L'animateur cria qu'il pouvait défier les cieux. Cet homme, c'était Linji, l'empereur de la bataille éternelle. Sa classe était berserkée, et il était le meilleur guerrier des poches. Son contrôle était parfait. Chaque coup touchait les points vitaux. Il se mouvait comme un Asura des enfers. Le système annonça que la défense était brisée. Celui qui défendait était Bailey Chongqing, un Sword Saint de niveau 85. Il était premier au classement des épéistes. L'animateur déclara que Ji avait maintenant un énorme avantage, et Chongqing ne pouvait pas riposter. La santé de Chongqing chutait dangereusement. L'animateur enflammait la foule, annonçant que le champion du chemin des plus forts allait être décidé. Ji se tenait au-dessus de Chongqing, souriant en disant qu'il avait gagné. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever. Chongqing savait qu'il avait perdu, mais il ne pouvait l'accepter. Il puisa plus de pouvoir. L'énergie se concentra en un point, puis explosa. Chongqing dit qu'une fois plus fort, tout le travail de Ji ne compterait plus. Chongqing activa un système de triche. Ji resta figé devant ce qu'il voyait. Chongqing dépensa 500 000 yens pour obtenir une super vitesse. Sous le choc, Ji comprit que c'était un dispositif de triche. Il bloqua la première attaque, mais la suivante le frappa. Chongqing dit que Ji était naïf de croire au travail acharné. Ji ressentit un frisson alors que Chongqing se déplaçait si vite qu'il avait du mal à le suivre. En un instant, Chongqing apparut derrière Ji. Il dépensa 900 000 yens pour activer la téléportation. Puis il utilisa une compétence de coup mortel après avoir payé 1 200 000 yens. La lame perca les dos de Jie. Le système annonça qu'il avait été tué par Chongqing. Le compte du perdant serait supprimé définitivement, et tout ce qu'il avait construit serait remis au gagnant. Ji n'aurait jamais pensé perdre de cette façon. Il demanda pourquoi il avait trahi et pourquoi il avait choisi de tricher pour gagner. Cela brisait leur promesse. Chongqing s'excusa, espérant qu'ils redeviendraient frères dans une prochaine vie. Le système informa Ji qu'il avait perdu ses qualifications de joueur et commença à redémarrer. Il ne pouvait pas accepter sa défaite. Depuis sa naissance, il était au bas de la société, sans passé, sans argent, sans pouvoir. Mais il croyait que tant qu'il travaillait dur et restait impitoyable, il pouvait tout changer. De ses propres mains, il grimpa dans le classement. Il n'était qu'à un pas du sommet, un pas du trône. Il avait parié sa vie pour cela. Mais à la fin, il fut écrasé. Il croyait qu'en recommençant, il grimperait au sommet à tout prix. Le système l'informa que ses qualifications de jeu avaient été révoquées. Soudain, il se réveilla, haletant et stupéfait. Au début, il ne savait pas où il était. Ça ressemblait à sa chambre. Allongé par terre, il vit une fille aux cheveux rouges qui lui demanda s'il faisait un cosplay de cadavre. Il la reconnut, c'était sa sœur, tombée dans le coma il y a 3 ans après un accident. Si elle n'avait pas été maintenue en vie par des machines en soins intensifs, elle ne s'en serait pas sortie. C'est pourquoi il avait dépensé tout son argent de prix pour son traitement. Maintenant, en la voyant, il ne comprenait pas comment elle allait bien alors qu'elle était censée être à l'hôpital. Elle le saisit et cria à leur mère qu'il était devenu fou à force de veiller toute la nuit. Elle dit que c'était lui qui squattait devant la télé en attendant le lancement du jeu à minuit. En entendant cela, il demanda rapidement quelle année, mois et jour nous étions. Elle lui dit que c'était le jour du lancement de la bêta ouverte des poches, le 22 juin, il y a 5 ans. C'est alors qu'il comprit. Ce n'était pas un rêve. Il avait vraiment été réincarné. Quand Chongqing le trahit, il ne ressentit que du désespoir. Il ne s'attendait pas à ce que le destin lui donne une nouvelle chance. Sa vie et son jeu avaient tous deux été réinitialisés. Cette fois, il jura qu'il se tiendrait au sommet des poches. Avec l'argent qu'il avait économisé pendant 3 ans de travail à temps partiel, plus les 100 000 $ qu'il avait empruntés à un prêteur sur gage, il pouvait enfin s'offrir un casque de jeu et recommencer. Et Poche était un vrai morgue. Avec le temps, le jeu évoluait aux côtés de ses joueurs. Cela a déclenché une énorme folie. C'était un monde infini et mystérieux, attirant les gens avec sa réalité virtuelle de qualité. Dans ce monde, il était connu comme l'Undying God of War. Grâce à son talent et son travail, il atteignit le sommet avec du matériel de base et des capacités normales. Les joueurs louaient ses mécaniques, et il devenait l'un des noms les plus respectés parmi les joueurs ordinaires. Il n'était qu'à un pas de devenir le plus fort. Mais à la fin, son meilleur ami Chongqing céda au pouvoir. Il devint un ennemi et le trahit, l'empêchant de revendiquer ce titre final. Jie se demandait quand la trahison avait commencé et pourquoi, mais il savait que penser à ça était inutile. Ce qui comptait,
c'était la chance qui se présentait à lui. Et cette fois, il ne laisserait aucun regret. Il mit le casque VR et entra dans le jeu. Le système lui demanda de choisir sa classe pour pouvoir rejoindre des joueurs du monde entier dans l'exploration de ce vaste et inconnu monde dès le début. Chaque joueur entrait dans le jeu sans connaissance, obligé de tout découvrir seul. Mais lui, vétéran de 5 ans dans le futur, connaissait ce monde mieux que quiconque. Et il comptait utiliser cet avantage pour aller plus vite, devenir plus fort et devancer les autres. Réincarné, sa détermination était plus forte. Cette fois, il achèverait ce qu'il avait commencé. Il grimperait au sommet des poches et deviendrait le plus fort. Il déclara que le roi de la compétence mécanique était de retour sur la place du village des débutants. La foule commença à murmurer en voyant un guerrier passer. Il ne pouvait pas croire qu'il y avait encore des gens jouant cette classe, qui se trouvait tout en bas de la hiérarchie des classes. Une personne commenta même qu'un chien secourait la tête en le voyant. Une autre personne ajouta qu'il n'avait même pas d'arme convenable, pourtant il se promenait si arrogant. Il pensait qu'il n'avait rien à montrer alors qu'il était fauché. Il parlait de Linji, un guerrier humain de niveau 1. Il n'avait aucun titre. Il avait 125 points de vie, pas de mana, et 0 sur 100 de rage. Son attaque était de 1 à 4 à main nue, sa défense de 1, sa force et son endurance de 5, son agilité de 3, son intelligence de 1, son esprit de 1, et sa volonté de 3. La volonté s'accumule en infligeant des dégâts dans cet état, et elle est requise pour lancer des compétences. Mais notre héros ne se souciait même pas de tout cela, car il savait des choses qu'il pouvait exploiter. Il y a 2 ans, sous le ciel nocturne avec Chang Cheng. Il dit que peu importe quoi, même s'il devait tout recommencer, il choisirait toujours d'être un guerrier. Chang Cheng répondit que la classe guerrier était réservée aux joueurs de bas niveau, qui ne pouvaient pas se permettre d'équipements chers ni de sorts flashy, et devaient compter sur leur robustesse pour encaisser les dégâts en première ligne. En gros, les guerriers n'étaient que de la chair à canon. Il suggéra que si Jay voulait vivre la meilleure expérience de jeu, il devrait choisir un épéiste comme lui. Élégant et mortel. Mais Jay croyait fermement que le chemin du pouvoir appartenait aux guerriers. Il avait une résilience incroyable dans n'importe quelle situation, et plus l'ennemi était fort, plus il devenait puissant. Ce n'est qu'en surmontant chaque crise qu'on mérite de devenir l'Undying God of War, le niveau 0 du patch. À l'époque, il était niveau 80, un guerrier berserké avec le titre d'Undying God of War. Il disait qu'un joueur ayant traversé d'innombrables batailles sans jamais mourir pouvait obtenir le titre d'Undying God of War. Chang Chang demanda s'il était sûr que ce titre existerait encore après ce jour, ce qui l'amena à proposer un pari. Chang Chang demanda sur quoi, et j'ai répondu qu'il serait toujours l'Undying God of War après son retour. En ce moment, il réfléchissait à l'avantage naturel d'un guerrier, sa haute santé. Même s'il était pauvre, il ne serait pas éliminé d'un coup par de nombreux boss. De plus, après une quête, il pouvait avancer dans la classe supérieure des guerriers, le même chemin qu'il avait choisi avant. Le berserké, une classe qui transforme la santé en puissance de combat pur. Les joueurs pay to win ne se soucient que des dégâts les plus élevés ou des classes les plus stylées. Mages, épéistes, chasseurs et assassins ont tous d'énormes adeptes. Ainsi, 9 groupes sur 10 dans les rues sont juste des mélanges de ces classes de dégâts. Mais avec les statistiques déséquilibrées des monstres au début du jeu, ils doutaient qu'ils puissent tenir leur position, encore moins infliger des dégâts. Les guerriers, en revanche, bénéficient d'un avantage de survie dès le début. Pour compenser leur faiblesse, ils s'appuyaient sur sa connaissance du jeu soudain, le système lui annonça une nouvelle quête, se rendre à Meltdown. Temps restant, 4 minutes et 59 secondes. Jay s'approcha d'un vieil homme à la longue barbe, le novice guide, Outright. Ne s'attendant pas à le revoir, il ressentit un brin de nostalgie. Soudain, quelqu'un se plaignit qu'un guerrier nul l'avait bousculé. C'était un paladin de niveau 2, Balai. Il dit à Jay que s'il voulait passer, il devait payer un sou. Le paladin était l'une des premières classes pay to win que les joueurs adoraient choisir. C'était un polyvalent qui équilibrait dégâts, soins et contrôle de foule. Balai sourit et dit que s'il ne payait pas, il ne pourrait pas passer. J'ai remarqué qu'il n'avait fallu qu'une demi-heure depuis l'ouverture du serveur, et pourtant quelqu'un était déjà niveau 2. Cela ressemblait à la même exploitation vue sur les forums dans sa vie passée. Ces gens dépensaient pour le pack d'expérience novice et profitaient de l'écart de niveau pour extorquer les faibles. Mais en réalité, ils ne comprenaient pas du tout le jeu, et leur équipement n'était pas à la hauteur non plus. Ils n'étaient que des tigres de papier. Le meilleur choix pour la récompense du nouvel arrivant était un sac de 10. Même si quelqu'un payait un sou pour protection,
il ferait quand même un bénéfice. Mais Jay demanda pourquoi il leur donnerait de l'argent. Ballet le menaça, disant que c'était parce qu'il était plus fort, puis il attaqua, disant à Jay de supprimer son compte et de recommencer. Jay saisit sa main. Ballet fut choqué de ne pas pouvoir utiliser sa force. Jay dit que l'amplification de prise était un talent inné. Cela augmente la force des doigts, rendant plus difficile de lâcher une arme une fois saisie. Ballet activa rapidement la résistance au désarmement. Ballet était stupéfait. Le soi-disant talent inutile pour tenir fermement les armes était utilisé contre lui. J'ai dit calmement que c'était juste ce que les autres pensaient. Pour lui, c'était le talent le plus fort. Balay finit en larmes. Après avoir été désarmé par quelqu'un se battant à main nue, je savais qu'un talent nul pouvait être utilisé de manière inattendue. L'amplification de prise lui permet de parer les attaques de base à main nue. L'effet s'intensifie avec la force. Si sa force dépasse celle de l'adversaire, il peut même désarmer. Comme Ballet a été désarmé, cela prouve que le paladin de niveau 2 avait moins de force qu'un compte 9. Il n'avait investi aucun point dans la force. Ce qui signifie qu'il n'avait aucune idée de comment jouer au jeu Ballet, ne savait pas qu'avec les futures améliorations de talent, l'amplification de prise deviendrait l'un des talents les plus puissants de l'arbre des guerriers. La prise de Titan, la forme avancée de l'amplification de prise, était une compétence de niveau dieu célèbre. Elle permettait de manier une grande épée à 2 mains pour tuer des dragons d'une seule main. Mais pour la débloquer, il fallait choisir l'amplification de prise lors de la création du personnage. Les gardes arrivèrent, et la foule se dispersa rapidement. Ballet dit avec arrogance à Jay qu'il était fini maintenant. Pour avoir causé des problèmes dans une zone sécurisée, il serait exécuté sur le champ. Il jura même au nom de la Lumière Sainte que Jay avait attaqué quelqu'un en public. Jay savait que les gardes armés de hallebardes du village débutant pouvaient éliminer d'un coup des joueurs de niveau 1 ou 2. Il admit calmement l'avoir frappé. Ballet demanda aux gardes de le punir sévèrement. Jay expliqua que c'était de la légitime défense. Balay se fija. Les gardes se précipitèrent. Il leur dit d'attendre, se présentant comme un VIP ayant dépensé 100 000 $. Jay expliqua que celui qui frappe en premier dans une zone sécurisée est jugé agresseur par les PNJ et que se défendre n'entraîne pas de punition. Les gardes frappèrent immédiatement Ballet. Puis une notification apparut. Le garde paladin avait offert à Jay un sou. C'était une compensation pour la victime. Jay sourit et dit à Ballet qu'il acceptait ses excuses. Les laquais de Ballet étaient furieux. Jay demanda calmement s'ils voulaient lui donner quelques sous de plus et leur proposa de dégager le chemin agacé. Ils n'eurent d'autre choix que de s'écarter. Jay s'approcha du vieil homme pour sa récompense de novice. Il s'assit à côté de lui et dit que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Outright avait l'air confus et demanda s'il le connaissait. Après tout, le jeu n'était sorti que depuis un jour. J'ai dit qu'ils étaient pratiquement de vieux amis. Cela faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Outright pensa qu'il plaisantait. Peu importe. Puisque Jay suivait la quête et s'asseyait devant lui, il était éligible pour la récompense novice. Il pouvait choisir l'une des 3 options, 10 sous, 3 potions de santé de base, ou une épée en fer brut, un objet exclusif aux guerriers. Les spectateurs rirent, disant que n'importe quel idiot choisirait l'argent. Les joueurs fauchés vendraient instantanément les 10 sous. En ce moment, cela pourrait se vendre au moins 100 000 sur le marché noir. Mais de manière inattendue, j'ai choisi l'option 4. Il savait qu'il faudrait 3 ans avant que quelqu'un découvre que la quête novice avait une option cachée. La foule pensa qu'il avait perdu la tête. Il n'y avait pas d'option 4. Puis j'ai dit, le feu de camp avant l'aube s'éteindra 2 fois. Avec cela, il fut le premier à débloquer la récompense cachée. Outright, stupéfait, demanda où GE avait entendu ces mots. GE répondit, quand la lune noire plonge dans la nuit éternelle, les abandonnés traverseront les failles du temps. Ce qui se rallume dans les cendres est le feu vacillant des anciens dieux et l'aube d'une nouvelle ère. Outright resta là, la bouche ouverte, complètement choqué. J'ai révéla alors Minot que c'était le code secret qu'Outright lui avait donné. Il y a 5 ans, Jay a reçu une quête secrète pour protéger la famille d'Outright. En larmes, Outright a dit qu'il ne savait pas comment le remercier, étant juste un novice sans récompense à offrir. Mais il dit à Jay que s'il avait besoin d'aide un jour, il devait juste dire cette phrase. Et même si son identité changeait et que le système lui faisait oublier, il se souviendrait toujours que Jay était son sauveur. Outright réalisa lentement que Jay était quelqu'un d'incroyablement important pour lui. Le système notifia alors que Jay avait rempli les conditions pour la quête cachée. Dans ce cas, Outright lui donna tout ce qu'il avait. Il révéla également que la 4e option était une récompense de retour pour les joueurs vétérans. Dans la vie passée de Jay, il n'était qu'à un pas de devenir le plus fort. Mais au final, il fut abattu par des moyens déloyaux. Même si l'injustice est courante ici, il refusait de l'accepter.
Il utilisa une pierre de talent initiale, un objet unique qui accorde un talent. La foule fut choquée de voir la gemme de talent personnalisée. Elle ne pouvait être liée qu'une seule fois par compte au tout début. Elle ne pouvait même pas être achetée avec de l'argent réel. S'il voulait devenir le plus fort dans cette vie, il devait dominer dès le début. Pour son deuxième talent, il choisit l'Oath of the Sword. La quête cachée était son premier pas pour changer son destin. Outright expliqua que ce talent avait été créé par le légendaire épéiste, Carsemel. Ceux qui l'héritent deviennent des gardiens du serment de l'épée, acquérant une épée extraordinaire. Fr. Mais ils ne pouvaient utiliser que des épées pour le reste de leur vie. Il demanda à Jay s'il était sûr. Jay répondit sans hésitation. La foule était perplexe, ne pouvant croire qu'ils choisissent encore l'Oath of the Sword. Pour eux, seuls des idiots choisiraient cette classe d'épée comme deuxième talent. Fr. Il se moquait de lui, l'appelant noob, même s'il semblait confiant après avoir choisi la maîtrise d'armes la plus faible. Outright affirma que la meilleure arme n'était pas l'épée, mais celui qui la manie. Jay le remercia pour le cadeau. Dans sa vie précédente, il n'avait débloqué un deuxième talent qu'au niveau 30. Fr. Mais maintenant, il l'avait dès le départ. Sa puissance de combat était déjà bien supérieure, ce qui signifiait un niveau plus rapide et un pas de plus vers le trône du plus fort. L'avantage des joueurs pay to win s'estomperait rapidement après le niveau 5. Fr. S'il voulait suivre, il devrait continuer à dépenser. Mais si quelqu'un comptait sur ses compétences comme Jay, même une épée en fer brut suffisait. L'épée n'avait pas la puissance brute d'une hache. Elle manquait de la suppression d'une lance. Et elle n'avait pas les effets flashy d'un bâton. Fr. Mais ce que les gens ne réalisaient pas, c'est que l'épée était l'arme qui nécessitait vraiment de l'habileté. Son plan initial était simple. Commencer avec la grippe amplification. Prendre l'épée en fer brut d'Outright, puis sortir et commencer à s'entraîner. Fr. Mais cette fois, en choisissant la récompense cachée, la pierre de talent initiale, il avait complètement sauté l'épée en fer brut. Maintenant, il sortait les mains vides. Il réalisait que tout avait changé. Fr. S'il faisait des choix différents dans cette vie, alors tout le chemin devant lui changerait aussi. Et peut-être, même la fin. Avant de revoir Chang Cheng, il savait une chose avec certitude. Il devait devenir plus fort. Il renverserait complètement la fin de sa vie passée. Fr. En avançant, il passa devant un marchand d'armes et d'équipements pour débutants. Un homme encapuchonné s'approcha avec un léger sourire, voulant voir ce qui était proposé. Après un rapide coup d'œil, il jeta les objets, les qualifiant de ferraille. Fr. Puis il se pencha et ramassa un bâton en bois. Dès qu'il le prit, un panneau système apparut. C'était juste une arme de niveau 1. Un bâton en bois ordinaire, non traité, avec une puissance d'attaque pitoyable. Fr. Un bâton en bois attaque en frappant, donc il est classé comme une massue, mais il avait aussi une étiquette d'épée cachée. Le marchand, paniqué, implora pitié, disant qu'il était juste un joueur de style de vie. Fr. Il ajouta nerveusement que vendre et acheter de l'équipement était son seul moyen de vivre. L'homme encapuchonné se moqua de lui, le traitant de lâche qui ne savait même pas se battre. En balançant son arme, il rit et lui dit de rentrer chez lui jouer. Pour lui, le marchand n'était qu'un fardeau. Fr. G.A. intervint et dit que les joueurs de style de vie étaient aussi des joueurs. Personne n'était au-dessus des autres. Sans chef préparant de la nourriture, alchimiste fabriquant des potions, et forgeron forgeant des armes, la plupart des joueurs de combat ne passeraient même pas les portes de la ville. Fr. Il demanda le prix du bâton en bois, et le marchand répondit une pièce de cuivre. L'homme encapuchonné demanda qui il était. J'ai donna calmement son nom de classe. L'homme rit en entendant guerrier. J'ai remis la pièce, et le marchand le remercia. Fr. J'ai ne pouvait s'empêcher de trouver que c'était parfaitement chronométré. La pièce de Bélé était la clé de quelque chose d'important. L'homme encapuchonné, agacé par Jay, prétendit faire une bonne action, mais Jay souligna la vérité. Fr. Il ne faisait que harceler les gens. L'homme encapuchonné sourit, disant que Jay ne réalisait même pas qu'il avait été escroqué. Il se moqua de lui, le traitant de guerrier novice, et affirma que le bâton en bois était sans valeur, même pas ramassable. Fr. Il éclata, traitant le marchand d'escroc et jurant que les biens étaient si sans valeur qu'il ne les foulerait même pas. Il dit que Jay méritait d'être escroqué, puis demanda à son compagnon de partir, qui le suivit rapidement. Fr. Dans chaque village de débutants, les forges regorgeaient de bâtons en bois. Même à 0 prix, personne ne s'y intéressait. Seuls des newbies les achetaient pour une pièce de cuivre, croyant faire une bonne affaire. C'était une escroquerie classique au lancement des poches, mais je n'étais pas un newbie. Fr. Il était l'indigne God of War, quelqu'un qui avait manipulé d'innombrables artefacts divins à main nue. Ses instincts ne pouvaient pas se tromper. Ce bâton en bois avait à la fois des attributs d'épée et de massue. Fr. Un système d'armes normal ne devrait pas permettre ce genre de chevauchement, à moins qu'il ne s'agisse d'un artefact divin non identifié. Même s'il ne pouvait pas encore l'identifier,
l'utiliser comme une épée était plus que suffisant. J'ai équipa le bâton en bois. FR. Une fenêtre de statut s'afficha, révélant son identité. Lingy, un joueur revenu au niveau 1. Un guerrier humain sans titre. FR. Elle affichait ses stats. 125 points de vie, pas de mana, et un système de rage à 0 sur 100 qui se remplit en combat. Son attaque variait de 2 à 5, légèrement augmentée par le bâton en bois, sa défense étant basique. FR. Ses attributs étaient listés. 5 en force et endurance, 1 en intelligence et esprit, et 3 en agilité et volonté. Une montée soudaine de puissance éclata, se répandant dans le ciel comme des fissures sombres. FR. Puis, plusieurs alertes système apparurent, annonçant que la quête mondiale, démon offensive, avait été déclenchée. Tous devaient défendre les portes de Meltdown contre les démons et protéger le cristal gardien. FR. J'ai se souvint que Meltdown était sur une ligne de front clé du continent Époche et parmi les zones les plus touchées par la peste, rendant les monstres de niveau 2 à la porte nord des démons agressifs apparaissant sans fin. FR. Il se souvint qu'un an après le début de la bêta ouverte du jeu, Meltdown avait complètement disparu de la carte. Il avait probablement été anéanti par la même armée de démons. Les joueurs étaient excités car tuer des monstres à la porte nord donnait beaucoup d'expérience, mais les gardes les arrêtèrent. FR. Bien que la situation soit urgente, ils ne voulaient pas que des novices se précipitent vers la porte nord pour mourir. Ils conseillèrent d'aller aux autres portes, combattre des monstres plus faibles et monter de niveau. Mais G voulait passer. FR. Le garde l'avertit que s'il quittait les portes, il perdrait sa protection novice. Il répondit qu'il cherchait des adversaires de son niveau, même plus forts. Les gardes ouvrirent les portes. Le système l'informa qu'en raison de son courage, sa réputation à Meltdown augmentait de 100. FR. Cela signifiait que sa réputation était désormais amicale. Il se rappelait que le jeu avait des règles cachées pour pousser les joueurs à dépasser leurs limites. Si un PNJ pensait qu'un joueur prenait un risque, sa faveur augmentait, débloquant des quêtes. FR. Le capitaine des gardes, voyant sa détermination, le qualifia de brave aventurier et demanda son aide. En même temps, une invite système apparut. Il avait déclenché une quête secondaire. Tout se passait comme prévu. FR. Il avait réussi à débloquer une quête qui ne devrait normalement pas apparaître à son niveau. Le capitaine des gardes expliqua que 3 de ses hommes étaient piégés dans le camp d'un boss redoutable nommé Chantegriffin. Il supplia G de récupérer leur corps pour qu'ils puissent être enterrés correctement. FR. J'ai pensé que vaincre des ennemis plus forts pouvait rapporter des récompenses. C'était aussi sa chance de changer le destin de Meltdown. Il dit au capitaine Lance qu'ils avaient besoin de plus qu'un enterrement. FR. La vraie solution était de tuer le novice tueur, Chantegriffin, et de nettoyer le donjon. Il savait que le boss devait être vaincu par quelqu'un en dessous du niveau requis. Il décida donc de réduire son niveau avant de l'affronter. FR. Il était sûr qu'avec son habileté et sa compréhension des mécaniques du boss, il pouvait vaincre un boss de niveau divin, même au niveau 1. Le capitaine des gardes, choqué, demanda comment il connaissait son nom. FR. J'ai déclara calmement qu'il sauverait les soldats piégés, vaincrait Chantegriffin et sauverait Meltdown, demandant aux autres de se préparer à célébrer. Le capitaine des gardes secoua la tête, disant que c'était impossible. FR. Il présageait de faire ce qu'il pouvait et d'attendre que Chantegriffin parte. J'ai répondu qu'il était ce miracle et, au fond, il savait qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Mais dans cette vie, il changerait son destin de ses propres mains. Quelques instants plus tard, Jay erra autour du cimetière, se demandant si l'entrée du village débutant était devenue une rivière de sang. Puis il le sentit. Cela confirma tout. Apoche était conçu avec une difficulté brutale, comme si les développeurs en voulaient aux joueurs. Pourtant, les récompenses étaient si élevées que des joueurs du monde entier affluaient pour rivaliser. Au loin, des joueurs criaient déjà des ordres. Les tanks devaient avancer, tandis que les soigneurs devaient tenir leur position au début de la bataille. Un groupe près d'un feu de camp réalisa qu'il manquait un soutien. L'un d'eux fit remarquer qu'il manquait aussi d'un tank et appela des joueurs expérimentés à les rejoindre. Je savais que pour les joueurs moyens, le choix le plus sûr était de former un groupe. Quelqu'un s'approcha de lui et demanda s'il était l'idiot qui s'était fait arnaquer plus tôt. Ils se moquèrent de lui pour tenir encore son précieux bâton en bois. L'un d'eux claqua la langue et appela les autres à venir voir. Jay les trouva ennuyeux. Ils continuaient à se moquer de lui, demandant s'il comptait vraiment farmer des monstres seuls en tant que guerrier noob. L'un d'eux rit et dit qu'avec un équipement aussi pourri, il finirait par mendier pour rejoindre un groupe. Un autre ajouta qu'il n'était qu'un guerrier de niveau 1 avec un bâton en bois et que la seule raison pour laquelle il avait l'air confiant était probablement qu'il avait été porté par d'autres avant. Jay pensa calmement que former un groupe réduisait le risque, mais aussi le profit. Pour lui, chasser seul était beaucoup plus gratifiant, jusqu'à 5 fois le profit par rapport à un groupe. Et une fois qu'on était assez fort, les groupes devenaient en fait un désavantage. Jay repoussa la main de l'homme. L'homme tomba sur les fesses sous le choc.
J'ai remarqua que, malgré son apparence robuste, le corps du chevalier était fragile. Il devina que le chevalier avait choisi une classe de rétribution comme talent initial. Le chevalier pouvait utiliser des flammes sacrées et semblait puissant au premier abord. Mais le compromis était de perdre 2 points de force, rendant son corps aussi fragile que du papier. C'était abandonner tout ce qui faisait la force d'un chevalier au corps à corps. J'ai se moqua de lui, l'appelant chevalier de feu fantôme, un lâche caché derrière son équipe. Soudain, une alerte système annonça qu'un démon les avait repérés. Une créature ombreuse aux yeux rouges brillants sortit de l'obscurité et se fixa sur eux. Une autre alerte indiqua que l'aggro du démon était sur jet. En voyant cela, l'homme s'enfuit immédiatement. En fuyant, il rit et se moqua de lui, disant qu'il ne s'attendait pas à cela et que le démon le renverrait en ville gratuitement. Ei comprit instantanément. L'homme avait attiré l'attention du monstre sur lui. Comparé à Balai, ce type avait au moins un peu de jugeote. Alors que le démon se jetait, G se déplaça sans hésitation, sachant que vaincre un démon de niveau 2 seul ne suffirait pas à monter de niveau. Il décida donc de l'utiliser comme échauffement en route vers son véritable objectif. Observant de loin, les autres étaient confus, se demandant pourquoi il ne fuyait pas. Ils rirent, pensant qu'il était juste trop effrayé pour réagir. Les yeux de G s'affûtèrent alors qu'il se concentrait, réalisant qu'il voyait la trajectoire de l'attaque. Quand le démon balança son arme, il glissa facilement, déclenchant une notification système pour une esquive parfaite. Il réfléchit qu'un vrai guerrier ne devient plus fort qu'en affrontant la mort. En se mettant en danger, il pouvait libérer toute la puissance de son corps. Et ce n'est qu'en défiant constamment le danger qu'il pourrait devenir le plus fort dans cette vie. Il frappa le monstre, infligeant un coup critique de -6. Le démon rugit de fureur. Une alerte système apparut, indiquant que le démon était devenu enragé, augmentant sa puissance d'attaque de 50%. Le chevalier cria dans la panique, avertissant que le monstre utilisait une attaque chargée et que foncer maintenant était pratiquement du suicide. Mais au lieu de reculer, j'ai pensé calmement que l'intensité actuelle n'était pas encore suffisante. Alors que l'attaque arrivait, il s'approcha encore, se poussant davantage. Voyant l'ouverture parfaite, il frappa comme prévu, déclenchant un coup critique de -10. Le monstre poussa un cri de douleur alors que le coup perçait son corps, du sang s'écoulant de la blessure. Surpris par l'interruption de son attaque, G se précipita à nouveau, réduisant l'écart. Il enchaîna sans pause, déchaînant une série rapide de frappes. Chaque coup portait, taillant dans le démon les uns après les autres sans lui laisser aucune chance de se rétablir. Un message système apparut, confirmant qu'il avait tué un guerrier démon de la peur seul et gagné 100 points d'expérience et 5 pièces de cuivre. En regardant le corps tomber, il pensa que dépasser ses limites était la bonne façon de jouer. Pendant ce temps, les autres restèrent figés, incrédules qu'il ait réussi avec un simple bâton en bois, se demandant si c'était possible pour un noob de niveau 1. Le chevalier tentait de comprendre, se disant que c'était de la chance, chaque coup étant critique. Sinon, il ne pouvait expliquer ce qu'il venait de voir. Un homme demanda si G était un joueur de bêta fermé des poches, affirmant que ce niveau de compétence demandait des centaines d'heures. Il proposa de faire équipe, ayant besoin d'un expert. G refusa sans hésiter, disant qu'il n'était pas intéressé. L'homme devina qu'il se dirigeait vers Chantegriffin, sachant qu'il fallait un groupe de 5 et que leur équipe avait déjà 4 membres. Il leur manquait juste un joueur. Une alerte système apparut, indiquant qu'il avait reçu une invitation de Rekford pour rejoindre leur groupe, mais il resta silencieux. Rekford essaya de le convaincre en proposant de partager les bénéfices. J'ai fit remarquer que même si 5 étaient recommandés pour défier Chantegriffin, ce n'était pas une obligation. Rekford, inquiet, demanda s'il comptait vraiment y aller seul. Il lui expliqua que dans un donjon comme celui-ci, s'appuyer sur une seule personne ne suffirait pas, et que la récompense du premier kill de Griffin offrait un titre spécial et un équipement légendaire. Il ajouta qu'aucune équipe de moins de 20 membres n'essayait le donjon et que leur groupe avait les meilleures chances parmi eux. Avec confiance, il dit même que Jay avait de la chance qu'il soit prêt à le laisser rejoindre. L'un d'eux avertit qu'à la deuxième phase de Griffin, il invoquerait quelques monstres d'élite. Sans tank, il ne résisterait pas aux attaques et serait anéanti. J'ai fit remarquer qu'ils avaient besoin d'un tank et qu'il était guerrier. Rekford balaya cela, lui disant de ne pas mal comprendre. Il affirma qu'il le considérait hautement et pensait que sa force méritait de rejoindre leur équipe d'élite, ajoutant avec un sourire maladroit que ce n'était pas par manque de tank. Mais j'ai vu clair dans leur jeu, réalisant qu'ils voulaient juste l'utiliser comme chair à canon pour attirer l'attention du boss. Ce genre de piège était évident. Rekford demanda ce qu'il en pensait et Jet accepta l'invitation.
Une alerte système apparut, confirmant qu'il avait rejoint le groupe de Rex. Il se souvint que les batailles de boss de donjon adaptaient leurs difficultés et récompenses selon le nombre de participants. Avec 5, le boss passait en mode combat total. En retour, le vaincre offrirait des récompenses exclusives. Il savait qu'une fois la quête cachée terminée, Chantegriffin serait définitivement éliminé et ses récompenses perdues pour toujours. Dans cette vie, il voulait atteindre le sommet et devenir le plus fort. La récompense de ce donjon était l'étape la plus importante pour sa croissance précoce. Bien sûr, il était déterminé à saisir cette unique chance et à tout prendre pour lui. Jay se tenait à l'entrée du donjon de Chantegriffin après avoir tué les monstres sur le chemin. Les corps jonchaient le sol et le groupe le critiquait pour gaspiller sa force avant d'entrer. Ils soulignèrent combien il était difficile d'obtenir des potions au début, insinuant qu'il était imprudent. L'un d'eux ajouta que même en tuant 100 monstres, il n'aurait que 2 pièces de cuivre. Fr. Il ajouta qu'obtenir un équipement vert était presque impossible, sauf via des packs payants. Ils continuèrent, disant que ceux ayant eu du vert le premier jour se comptaient sur les doigts d'une main. Fr. Une notification système annonça que le bâton en bois cherchait un hôte. L'un d'eux l'arrêta, précisant que les joueurs ne pouvaient pas utiliser les armes des monstres, car c'était un drop non lootable. Fr. L'homme expliqua que ramasser et vendre des armes de monstres serait trop facile, et l'économie du jeu s'effondrerait dès le premier jour. Jay l'ignora et chercha l'hôte mentionné, se demandant si le bâton voulait fusionner avec l'équipement du monstre. Fr. Un message système apparut alors que la branche de l'arbre monde fusionnait avec l'arme dans sa main. Dans un éclat de lumière, la transformation était complète et il obtint l'épée ébréchée du démon. La nouvelle arme ajoutait un effet de saignement sur les coups critiques. Fr. Son taux critique pouvait descendre à moins 99%. Attaque plus 10 et force plus 1. Il l'a reconnut tout de suite, la branche de l'arbre monde, vue à une enchère il y a 3 ans. Fr. Il se rappela qu'elle pouvait changer de forme selon le porteur et l'environnement, mais pour l'instant, elle avait pris la forme d'un bâton en bois. Un excellent trait d'un artefact légendaire était qu'il pouvait s'enrouler autour de n'importe quel objet et le transformer en épée. Fr. Plus précisément, cela fonctionnait comme un pommeau d'épée divine. Cet artefact légendaire avait été vendu aux enchères pour 100 millions, et il était surpris de se le retrouver. Fr. La plupart des joueurs avaient seulement des équipements blancs ou gris, tandis que même les monstres de base utilisaient déjà des équipements verts. Il était évident que joueurs et ennemis n'étaient pas au même niveau. Une mise à jour système indiqua qu'il avait équipé l'épée ébréchée du démon. Fr. Il comprit qu'en utilisant la branche de l'arbre monde pour ramasser des armes de monstres, il pouvait échanger et améliorer ses armes sans frais. Ses statistiques se mirent à jour, montrant un gain d'attaque, tandis que les autres restaient identiques. Fr. Il avança calmement, son arme en main, tandis que le chaos éclatait devant lui. Au loin, quelque chose s'écrasa, soulevant de la poussière et annonçant que la bataille avait déjà commencé. Les joueurs chargeaient, criant de se battre jusqu'à la mort pour protéger Meltorn. Ils s'encouragèrent avec des cris de gloire, tenant la ligne alors que le boss, Chantegriffin, apparaissait. Rekford lui dit de ne pas se précipiter, expliquant qu'il s'agissait encore d'une cutscene et qu'il ne pouvait entrer qu'à... Avec confiance, il expliqua ce qui allait se passer. En quelques secondes, les 3 devants seraient écrasés d'un seul coup, après quoi Griffin entrerait dans une phase de récupération où sa vitesse... Il rassembla tout le monde pour charger ensemble, mais avant qu'il ne puisse continuer, Jay l'interrompit calmement, disant qu'il n'avait pas envie de finir cette cutscene. Il ordonna aux gardes de quitter le combat et de revenir vite, disant que le capitaine des gardes l'en... À l'entendre, les autres furent pris au dépourvu, confus par ses paroles. Les gardes suivirent son ordre. Sa façon de combattre était de sauter directement dans la bataille. La cutscene pouvait être ignorée, mais cela avait un prix à payer. Les autres... Rekford ordonna rapidement à tous de rester hors de la portée d'aggro du boss et décida de laisser Gigot se faire tuer. Interrompre la cutscene signifiait que l'ennemi libérerait une hostilité plus forte envers celui qui se précipitait en premier. Ce rôle appartenait généralement à un tank, mais Jay n'était pas simplement têtu. Il avait une raison. La ligne du monde avait changé et la direction de la quête pouvait aussi changer. Dans cette vie, j'ai été le papillon perturbant cette ligne du monde. Il changeait le destin. Avec cette résolution, il chargea et affronta le boss de front. Rekford admit qu'ils avaient déjà piégé plusieurs boulets de canon pour tester le boss et attendaient juste qu'il entre dans la phase de récupération pour voler les récompenses. Mais un membre du groupe s'inquiétait que Jay prenne une part de leur expérience et de leurs récompenses, car le système répartissait tout également entre les membres. Bien sûr, Rekford n'avait aucune intention de lui donner cette chance. Au milieu du combat, une alerte système apparut. Jay para le coup suivant.
Il venait de confirmer son soupçon qu'ils attiraient des nouveaux ici pour mourir et réduire la difficulté du raid contre le boss. Il croyait que Chantegriffin, difficile à vaincre même avec un groupe de 5, était impossible à tuer pour un... Mais ils avaient mal calculé. Il n'était pas novice. Il libéra son pouvoir et se déclara guerrier revenu de l'enfer. Sa seule présence secoua le champ de bataille, laissant l'ennemi stupéfait en l'affrontant de front. Un puissant coup résonna dans la zone, l'impact déchirant l'air avec un bruit de déchirement. À l'entendre, Rekford et son groupe se figèrent, se demandant s'ils avaient bien entendu. On aurait dit que quelque chose... Jay chargea sans hésitation, criant à l'ennemi de l'affronter de front. Avec une vitesse explosive, il balança son arme, chaque coup frappant avec une force écrasante. En combattant, il demanda à son épée de devenir plus tranchante, poussant un effet système s'activa, boostant sa puissance d'attaque avec l'épée, rendant chaque coup encore plus fort. Tandis que le groupe regardait le combat, ils furent choqués de voir la vie du boss réellement diminuer. Cela leur fit réaliser qu'ils ne peinaient pas. Ils tenaient bon et combattaient le... Le champ de bataille éclata lorsque Chantegriffin libéra une vague d'énergie sombre, signalant un changement dans le combat. Une alerte système. Renforcée par la transformation, Chantegriffin déchaîna une attaque plus puissante. Mais alors que l'énergie sombre se précipitait vers lui, il resta calme, prêt à l'affronter sans reculer. Les autres regardaient, choqués, pensant qu'il avait perdu la tête en essayant de parer une attaque chargée de boss. Ils étaient convaincus qu'il était condamné et commencèrent à se préparer, s'attendant à... Une énorme explosion éclata lorsque l'attaque entra en collision, envoyant une onde de choc à travers la zone. C'était l'attaque de Chantegriffin. Au milieu de l'explosion, Il admit que pour les autres, choisir la classe guerrier, que la plupart des gens croyaient sans avenir, semblait incroyable, mais il refusait simplement de comprendre. Il dit que tout le monde dans ce monde n'était pas né avec le droit. Il se souvint qu'il y a 5 ans, avant le lancement du jeu dans sa vie précédente, les professions étaient évaluées en fonction de la richesse d'un joueur. Seuls les riches pouvaient se permettre de choisir des classes de dégâts de haut niveau. Ils étaient poussés dans des rôles de soutien impopulaires ou traités comme de la chair à canon. Il se souvenait avoir entendu que la classe guerrier n'était disponible que brièvement au lancement, souvent recommandée à ceux qui voulaient juste grinder et gagner de l'argent. Et en tant que joueur, pour saisir fermement les opportunités, il devait abandonner toutes les autres options. Rekford n'en croyait pas ses yeux, insistant qu'à niveau 1, bloquer ce genre d'attaque était impossible. Mais en utilisant la méthode d'entraînement la moins coûteuse mais la plus intense, il pouvait se pousser plus loin que les joueurs ordinaires. Une astuce système apparut, montrant une technique appelée amplification de prise, lui permettant de tenir fermement son arme et même de... Il fit en sorte que sa renaissance compte et saisit fermement l'épée dans ses mains. Il lui faisait totalement confiance, tout comme il se faisait confiance. Une alerte système apparut, signalant... Il se rappela qu'en abandonnant toutes les autres options, il avait gagné d'innombrables opportunités. Il chargea vers le monstre. Avec une résolution inébranlable, il pensa que même si ses ennemis étaient aussi puissants que des dieux, cela n'avait pas... Avec une détermination absolue, il déclara qu'il deviendrait le plus fort. Jay chargea vers Chantegriffin avec l'intention de mettre fin au combat. Chantegriffin attaqua en même temps. Son corps s'illumina d'une énergie. Le système annonça qu'il avait réussi à tuer Chantegriffin. Il atterrit légèrement au sol. Avec ses statistiques de base actuelles, il réalisa qu'il était encore un peu juste pour encaisser les lourdes attaques du boss. Mais grâce à l'avantage de santé du guerrier, le système annonça qu'il avait tué le boss de niveau 5, Chantegriffin, obtenant un bonus d'expérience de 500% et 2350 points d'expérience. Il atteignit également le niveau 2. Jay, un guerrier humain. Sa santé était à 145 points, sans mana et rage à 0 sur 100. Ses attaques de base généraient de la rage, tandis que les compétences en consommaient. Sa puissance d'attaque était de 13 à 14, augmentée de 12. Force était 8+1, intelligence 7, agilité 4, constitution 1, esprit 1 et chance 3. Rekford n'en croyait pas ses yeux. Il ne pouvait pas accepter que Griffin ait été vaincu avant même d'atteindre. Le système annonça que la quête à durée limitée était terminée et que Jay était le premier joueur dans le domaine de Dieu à tuer Chantegriffin. La réputation de Meltdown augmenta de 200 et sa réputation personnelle dépassa. Puisque Chantegriffin avait été tué par un joueur non amélioré ayant complété la mission pour qui sonne le glas, le boss et sa légion démoniaque disparaîtraient définitivement des poches, restaurant la paix à Meltdown. Le corps de Chantegriffin. Rekford insista sur le fait que Jay devait avoir utilisé un bug,
qualifiant cela de victoire injuste. Il ordonna à ses membres de ramasser le butin au sol, raisonnant que puisqu'ils étaient venus ensemble, ils devraient tout de même obtenir la plupart des objets, même s'ils n'avaient pas combattu. Le système informa qu'il n'avait pas la qualification pour looter. L'homme paniqua, confus de ne pas pouvoir réclamer les récompenses, réalisant qu'il ne remplissait pas les conditions. Puis la vérité les frappa. Chantegriffin. Stupéfait, il fit le lien et réalisa que l'ingé avait été retiré du groupe juste avant le kill. Rekford cria de frustration, hurlant que les drops n'avaient plus rien à... Un objet doré apparut, la cloche dorée de Chantegriffin, un artefact divin légendaire. Il offrait un puissant effet de protection capable de bloquer une attaque fatale une fois et de repousser les ennemis lorsqu'il était brisé. Je ne s'attendais pas à ce... Il tendit la main et appela le butin. Des pièces tourbillonnaient dans l'air, filant droit vers lui. Un homme qui tenta de les attraper jura en voyant le butin s'éloigner, frustré que j'égarde tout. Rekford essaya de calmer Hawk, disant que ça n'avait pas d'importance, même si Jay prenait toutes les récompenses. Ils élaborèrent rapidement un nouveau plan. Selon les règles, un joueur mort perdait tout. Ils décidèrent donc de tuer Jay pour que les récompenses de Griffin leur reviennent. Hawk hésita, rappelant au groupe que Jay avait vaincu Griffin seul et que sa force était bien plus grande que prévu. Le tireur activa une compétence pour évaluer l'état de Jay et vit que sa santé n'était qu'à 3%. Confiant, il conclut qu'un léger coup suffirait à l'achever. Rekford ordonna à tous de passer en mode joueur contre joueur. Il prévoyait de laisser Jay entrer dans le donjon en premier, puis de le tuer à l'intérieur pour s'assurer qu'il ne sortirait pas vivant. Ils se déplacèrent discrètement derrière lui. Jay vérifiait son butin. Tuer un boss lui avait rapporté 100 pièces. Le prix actuel d'une pièce de cuivre était de 12 000 yuan, soit un total de 1,2 million de yuan. Il venait de faire une fortune en une seule journée. Rekford s'approcha avec un sourire moqueur, le félicitant sarcastiquement. Le ton de Jay devint glacial alors qu'il l'accusait de trahir leur coopération et de l'avoir expulsé du groupe. Il lui dit qu'il était déjà trop tard pour des excuses. Rekford changea rapidement de ton, prétendant qu'il lui avait toujours fait confiance et il le félicita d'avoir vaincu un boss de difficulté 5 seul, qualifiant cela d'impressionnant. Il ajouta que lui et les autres devraient au moins avoir un peu de crédit pour cela aussi. Un avertissement système apparut. Avant de retourner en zone sûre, sa santé maximale fut drastiquement réduite et toutes ses statistiques divisées par 2. Rekford lui dit qu'ils avaient déjà compris son passé et que c'était la fin pour lui. Ils lui rappelèrent que les personnes avec qui il avait traité faisaient partie de l'infâme bande. Leur règle était simple, tuer monstres et joueurs. Ils coopéraient, mais trahissaient aussi. L'archer visagé. Pendant que Rekford lui disait qu'il était temps de tout lui remettre, l'archer décocha une flèche puissante. J'ai reconnu la compétence. Cela augmentait considérablement la précision, garantissant presque un coup dans les zones ouvertes. Il réalisa que l'archer avait intentionnellement raté. Il leur demanda ce qu'il voulait dire. Rekford. Il exigea tout, y compris le bâton en bois, son équipement et tout le reste. Il ajouta que si Jay demandait grâce, il pourrait épargner sa vie. Avec un sourire cruel, il dit qu'il voulait que Jay quitte la colline des pêcheurs complètement nu, pour que tout le monde puisse voir. Il éclata de rire, imaginant Jay comme un guerrier à poil, un mendiant pensant pouvoir atteindre les cieux d'un seul saut juste parce qu'il avait eu de la chance en déclenchant la faiblesse du boss. À ses yeux, Jay n'était rien de plus qu'un idiot rampant au bas de la société. Puisque cela en était arrivé là, Jay n'avait pas l'intention de laisser faire. Pour lui, il n'était que des obstacles sur son chemin vers la force. Il dit qu'il les écraserait sans hésiter et continuerait d'avancer. Il n'était même pas dit. Il sourit avec confiance et les défia de venir à lui s'ils avaient le courage. C'était exactement ce qu'il voulait. Comme il les avait refusés, ils chargèrent pour le tuer. L'archer activa œil d'aigle. Jay utiliza la cloche. L'affrontement déclencha une puissante explosion. L'équipe de Rekford s'irrita de l'artefact divin laissé par Chantegriffin. Hawk demanda ce que faisait la cloche dorée. Il se demanda si elle offrait l'invincibilité. J'ai répondu que ce n'était pas de Hawk se moqua, demandant quelle différence pouvait faire une seconde. J'ai répondu qu'améliorer une compétence ne prenait qu'une seconde. Après cela, il pourrait écraser les 3 d'entre eux complètement. Le système notifia qu'il avait utilisé un point de compétence gratuit. La compétence était le repos de la mort. Quand il était proche de la mort, il pouvait l'activer pour récupérer un peu de santé. S'il était dans un état extrême ou entouré d'ennemis, cela restaurait une énorme quantité de PV. Cela pouvait même dépasser la limite.
L'archer fut stupéfait de voir sa santé se rétablir complètement. Il ne comprenait pas comment il avait fait. Il avait même dépassé les limites de ses lourdes blessures. J'ai demandé s'il voulait témoigner d'un pouvoir venu de l'enfer. Le mage dit à son équipe de ne pas paniquer. Il ordonna de concentrer le feu. J'ai se précipita en avant. Reckford resta figé de choc. Il s'apprêtait à dire quelque chose, mais l'archer fut déjà touché. Un coup puissant l'envoya voler. Reckford. De plus, il avait tué l'archer d'un seul coup. Jay activa l'amélioration de prise. En combattant à main nue, il gagnait une puissance de combat accrue. Reckford cria à Méchi, le mage, d'utiliser éclat de glace pour le contrôler. Puis Hawk chargea avec sa grande épée, disant qu'il avait été agacé par lui depuis longtemps. Mais Jay déplaça son corps d'1 pouce, faisant heurter la lame dans la glace. L'impact brisa le lien gelé. Il retira son poing et, d'un seul coup, il projeta Hawk. Méchi ne pouvait pas croire que son éclat de glace n'avait pas réussi à le retenir. Jay expliqua que tant que sa statistique de force était suffisamment élevée, il pouvait se libérer par la force. Méchi soutint qu'il avait vu les statistiques de Jay réduites de moitié à cause des lourdes blessures, donc il ne comprenait pas comment sa force pouvait encore être si élevée. Puis il remarqua l'aura de bataille enveloppant le corps de Jay. Il réalisa que les statistiques de Jay. Il dit à l'archer d'utiliser œil d'aigle pour vérifier les statistiques de Jay. Jay avança et saisit la main de Méchi, lui disant qu'il n'y avait pas besoin, car il avait déjà renvoyé cet archer au point de réapparition plus tôt. Méchi paniqua, insistant sur le fait. Il prétendit que Jay utilisait un programme de triche, que Jay était un hacker. Ces mots ravivèrent les souvenirs douloureux de Jay. Cela lui rappela quand Chang Cheng l'avait trahi. À l'époque, Chang Cheng avait déclaré que Jay avait perdu. Jay avait juré qu'il ne tomberait jamais à ce niveau. Donc entendre Méchi dire, cela fit bouillir sa colère. Il tordit les doigts de Méchi, l'appelant vermine pour avoir accusé les autres de tricherie alors qu'il ne pouvait pas gagner. Submergé par... Il dit qu'il se rendait et promettait de quitter la bande de vilains de Rex si Jay le laissait partir. Mais il était trop tard. Jay utilisa coup de poing puissant sur lui et l'envoya directement dans un bâtiment. Quand Méchi s'écrasa, quelqu'un s'avança et dit à Jay qu'il venait de jeter son dernier avantage en tant que guerrier. Reckford comprit déjà comment Jay utilisait ses compétences pour prendre l'avantage. Il savait que dans des situations désavantageuses, Jay pouvait libérer des poussées de force. Le système notifia que le trait de guerrier dernier recours signifiait que lorsqu'il était assiégé, ses statistiques augmenteraient considérablement. Le statut d'assiégé nécessitait au moins 3 ennemis l'entourant pour s'activer. Reckford comprenait cela bien, et maintenant qu'il était J'ai admis qu'il dirait qu'il allait le renvoyer en ville d'un seul coup d'épée, de manière juste. Reckford pointa que Jay ne comprenait pas sa situation actuelle. Il expliqua qu'il était un tueur professionnel spécialisé dans la chasse aux joueurs, surtout dans des combats en 1 contre 1. Il était confiant d'avoir l'avantage. Reckford déclara qu'il prendrait la vie pathétique de Jay. Le trait de classe tueur était coup critique, ce qui signifiait que chaque coup infligerait des debuffs à la cible. Les bras seraient désactivés, les jambes paralysées, le torse saignerait, et le coup le plus dangereux serait à la tête, causant la cécité. Une fois touché, un joueur serait rapidement enseveli sous des couches de debuffs. Même en maniant une grande épée maladroite, sa vitesse pouvait suivre. Mais le combat à courte portée était son domaine. Une fois quelqu'un touché, même si les dégâts semblaient faibles, les debuffs empilés il déclara que bientôt, Jay serait à genoux, suppliant pour une mort rapide. Jay y pensa et résolut le problème en créant de la distance. Fr. Reckford observa Jay trancher un bâtiment en 2 et réalisa qu'avec des stats réduites, ses attaques restaient dangereusement puissantes. Il savait que la puissance initiale d'un guerrier ne devait pas être sous-estimée. Pourtant, il croyait qu'en bataille prolongée, Fr. Mais Jay n'avait pas l'intention de jouer ce jeu. Il fonça avec une vitesse explosive, ordonnant à Reckford de se repentir en affrontant seul le cristal de résurrection. Reckford fut stupéfait par cette attaque soudaine. Fr. Il resta là, choqué, réalisant qu'il avait réapparu au cristal de résurrection. Un message système confirma qu'il venait d'être tué par Jay. Il subit également une pénalité de niveau, passant du niveau 3 au niveau 2. Fr. Ses coéquipiers commencèrent à rire de lui. Ils lui dirent que tous ses vêtements et équipements avaient été pris. Un message système le confirma. Les joueurs perdent tous les objets obtenus dans les 24 heures suivant leur mort. Fr. Les autres firent remarquer que tout ce qu'il avait volé n'était même pas en sa possession depuis 24 heures. Il explosa de rage, humilié que Jay l'ait dépouillé devant tout le monde. Il jura qu'il n'en avait pas fini et qu'il se vengerait quoi qu'il arrive.
FR. Pendant ce temps, j'ai réalisé que son coup n'avait fait que renvoyer Rex au point de réapparition. Tout ce qu'il avait laissé était encore là. Hawk reprit connaissance. Il était soulagé d'avoir mis l'accent sur la défense. FR. Mais il se figea en réalisant qu'aucun de ses coéquipiers n'était là. Puis il croisa le regard de G. La panique l'envahit instantanément. Il avertit G de ne pas s'approcher. FR. G lui dit calmement de reprendre les vêtements de Rex et de transmettre un message. S'ils se croisaient à nouveau, il les tuerait jusqu'à ce que leur niveau tombe à 0. Hawk répondit rapidement qu'il avait compris. Il tremblait. FR. Il essaya de se retenir, mais finit par vomir quand même. Il ne pouvait pas comprendre la puissance écrasante qu'il ressentait de G. Ce n'était plus quelque chose que les stats pouvaient mesurer. Pour lui, c'était comme affronter le faucheur, un dieu de FR. Le système annonça qu'il avait réussi à résister à un PVP malveillant d'autres joueurs, gagnant une énorme réputation. Sa réputation à Meltdown augmenta de 300. En conséquence, sa réputation atteignit le niveau de FR. Il obtint un statut spécial en ville. Les PNJ le soutiendraient désormais activement, établissant des relations plus fortes et débloquant des privilèges exclusifs. Même s'il avait été ciblé, FR. Une fois tout réglé, il décida de retourner en ville et de se reposer. G rentra en ville, et dès qu'il entra, il fut accueilli en grande pompe. Des gardes se mirent en ligne sur son chemin, tous à genoux par respect. Il s'arrêta. FR. Les habitants s'avancèrent et lui offrirent le plus grand honneur de Meltdown, le miraculeux seigneur, Blood of Dawn. Une notification système apparut, confirmant qu'il avait obtenu un titre légendaire. Les autres joueurs étaient stupéfaits. FR. Ils n'avaient aucune idée de ce que signifiait le titre Blood of Dawn. Curieux, certains se demandaient si c'était quelque chose que seuls les joueurs les plus riches pouvaient débloquer et combien cela devait coûter. FR. Le Blood of Dawn était un titre que G avait entendu lors d'un donjon dans sa vie précédente. Il y a 3 ans, le monde était encore piégé dans une longue nuit sans fin. Tout était englouti par l'obscurité. Le monde avait été emprisonné dans cette FR. Les monstres régnaient en maître. Le feu de la civilisation vacillait, à peine tenu. À cette époque, un guerrier humain légendaire apparut. Avec seulement une grande épée à la main, il devint ce FR. À partir de ce moment, il devint le symbole de la rupture de la nuit. Il mena les forces alliées de chaque faction dans la bataille finale à l'heure la plus sombre avant l'aube. En fin de compte, il apporta un nouveau monde à la lumière. Sa silhouette sans nom se tenait au bord FR. Avec sa lame brillant comme le soleil levant, il la leva haut. Le titre Blood of Dawn était destiné à ceux qui avaient le courage de s'opposer au mal. G se souvint qu'avant le lancement du jeu, il y avait 8 titres FR. Chacun représentait un héros légendaire de l'histoire des poches. Les développeurs avaient laissé entendre que ce n'étaient pas que des légendes. Ils étaient probablement des succès cachés ou des récompenses d'honneur extrêmement rares. Mais FR. Et pourtant, maintenant, le titre légendaire Blood of Dawn, l'un des 8 grands titres, était entre ses mains, ici même, dans le village débutant de Meltdown. FR. Alors que les habitants l'accueillaient en tant que Blood of Dawn, même G ne s'attendait pas à une récompense aussi grande. G, désormais appelé Seigneur Blood of Dawn, apprit que ses actions avaient ému toute la vie. FR. Un garde l'informa que le maire Oliver Green souhaitait organiser personnellement un banquet de bienvenue en son honneur. Le système l'informa que la quête secondaire héros de Meltdown avait été activée. FR. Le garde proposa de l'accompagner personnellement, mais G refusa, disant qu'il n'y avait pas besoin et lui demandant de retourner à son poste. Il savait qu'être trop voyant attirerait des attentions inutiles, donc il valait mieux rester discret. En s'éloignant, quelqu'un l'observa. FR. C'était Rekford. Il prévoyait d'attaquer G dès qu'il entrerait dans une ruelle tranquille. Il jura de le poignarder dans le dos. Mais qui suggéra de reculer? FR. Aller contre lui pourrait ruiner leur réputation et leur gagne-pain à Meltdown, mais Rekford refusa. Leur infamie les rendait déjà craints, et tant qu'ils pouvaient tuer G, il y aurait toujours des gens prêts à les suivre. Hawk demanda s'il avait un plan pour faire souffrir G. FR. Rekford admit qu'à l'extérieur, il n'avait pas le contrôle total, mais ici à Meltdown, il était le méchant, et cela lui donnait une influence que personne d'autre n'avait. Un garde les aperçut soudain et les avertit que même pendant les FR. Rekford fut pris la main dans le sac, tenant 2 dagues. Il trouva rapidement une excuse, disant que les règles étaient si strictes qu'on ne pouvait. FR. Le garde les avertit que les joueurs malveillants étaient étroitement surveillés et leur rappela de se comporter, surtout qu'ils avaient déjà un dossier.
Alors que le garde s'éloignait, Rekford sourit. Même Meltdown avait son côté sombre. Il murmura le nom de Fr. Clairement, il n'en avait pas fini avec lui. Pendant ce temps, Jet arriva à l'hôtel de ville et se dirigea directement vers le bureau du maire. Sans hésitation, il saisit la porte et entra. En entrant, Fr. Avec un large sourire, il l'accueillit chaleureusement, disant qu'il était enfin arrivé. Le maire le remercia sincèrement, disant que le cauchemar qui hantait la ville depuis des années était enfin terminé. Il était soulagé que Chantegriffin était Fr. Il loua les actions de Jet, disant qu'elles avaient non seulement sauvé la ville, mais aussi d'innombrables vies. Pour lui, c'était un exploit historique, digne d'être retenu. Jet se souvint que dans sa vie précédente, Fr. Cela était probablement dû à des années d'épuisement causées par des batailles constantes contre des démons, qu'il avait usés mentalement et physiquement. Mais dans cette vie, le maire avait bien meilleure mine et même sa personnalité avait changé. Jet réalisa que c'était simplement par Fr. Pour honorer son courage et sa bonté, le maire fit une proposition formelle au nom des habitants. Il prévoyait de construire une statue en or de lui sur la place centrale afin que tous ceux qui viendraient à Meltdown connaissent sa légende. Et à travers elle, il ressent Fr. Jet le remercia, mais dit que ce genre de reconnaissance ne signifiait rien pour lui. Il savait que la vie des autres joueurs ne changerait pas vraiment, juste parce qu'une statue d'un novice apparaissait. Au lieu de cela, il fit Fr. De l'or, un titre de noblesse ou toute récompense digne de ses exploits. Jet expliqua qu'à présent que la menace de Griffin était disparue, les fonds militaires et les ressources préparées pour la combattre devraient être utilisées de manière... D'abord, il proposa une réduction d'impôts à long terme pour les aventuriers dans les commerces de la ville. Cela allégerait les coûts pour les nouveaux joueurs et rendrait Meltdown. Ensuite, il souhaitait renforcer la sécurité et les patrouilles de la ville pour prévenir les menaces futures, assurant la paix pour tous. Le maire était profondément touché. Contrairement aux autres, Jet se souciait vraiment de chacun. Impressionné par sa prévoyance, le maire accepta immédiatement et promit de mettre le plan en œuvre. Soudain, une annonce. À partir de ce moment, le taux d'imposition pour tous les échanges à Meltdown était réduit de 50%. C'était une récompense pour les contributions exceptionnelles d'un héros novice. La ville explosa d'excitation. Les joueurs étaient stupéfaits d'apprendre que les impôts avaient été réduits de moitié. Certains pensaient que seuls les riches pouvaient provoquer un tel changement. D'autres étaient soulagés de pouvoir enfin acheter des objets. Des voix reconnaissantes résonnaient dans les rues, louant Meltdown et remerciant celui qui avait rendu cela possible. En voyant cela, le maire s'émut. Il dit que Jet avait vraiment apporté la lumière de l'aube à la ville et gagné le cœur de tous. En signe de gratitude, il lui... C'était pour une maison vide à 2 étages à la périphérie de la ville. Il expliqua que bien que simple, l'emplacement était paisible et surplombait les champs de moulins. Il lui donna une clé en laiton avec l'acte de propriété, lui accordant... Avec sincérité, il demanda à Géa de l'accepter comme récompense. En tant que maire, il invita Géa à s'installer à Meltdown et à en faire son véritable chez-soi. Géa était abasourdi. Le système l'informa qu'il avait obtenu la première propriété. Avec la résidence vue sur le moulin, son nom était désormais inscrit dans l'histoire de la ville. Il avait du mal à y croire. Il possédait maintenant une propriété dans un jeu contrôlé par une IA maîtresse évolutive, si réaliste qu'il semblait être un second monde, la rareté des terres était une règle fondamentale. Ce n'était pas comme d'autres jeux où les riches pouvaient dépenser sans compter, acheter des rues entières ou faire servir des PNJ. Chaque parcelle de terre avait déjà un propriétaire, soit une ville contrôlée par le système, une tribu autochtone, ou même une tanière occupée par des monstres puissants. Au mieux, les joueurs pouvaient seulement louer des droits d'utilisation temporaires ou de petits... Même si une guilde dépensait d'énormes ressources et sa réputation pour revendiquer un territoire, elle pouvait toujours le perdre à tout moment à cause de défenses faibles ou d'une intervention du système. Mais cela, un espace privé qui lui appartenait entièrement, était que ce soit pour le stockage, la recherche de compétences ou des expansions futures, sa valeur était énorme. J'ai remercié sincèrement le maire Green, disant qu'il appréciait vraiment ce cadeau. Le maire répondit que choisir d'y vivre était bien plus significatif. Le système lui accorda de nouveaux privilèges à Meltdown. Il débloqua la téléportation dans la ville et pouvait réparer son équipement instantanément. Il accéda aussi à une maison de vente aux enchères à distance. De plus, toutes ses dépenses en ville bénéficiaient. Le message système se termina en lui souhaitant d'être favorisé par don pour toujours. Yeisourit. Après cela, j'ai parcouru la ville. Avec la réduction que le maire lui avait accordée, il pensa que c'était le moment idéal pour... Il avait été victime d'un vol à la tire et avait perdu 100 pièces de cuivre.
Une silhouette en robe rouge souriait, visiblement satisfaite du vol. Jay attrapa immédiatement la robe et exigea qu'elle lui rende son bien. Jay serra les dents, agacé d'avoir été volé en plein jour. Il réalisa que Meltdown avait encore besoin de sécurité renforcée. Sans perdre une seconde, il se lança à sa poursuite. Ils se retrouvèrent dans une ruelle sombre. Elle sourit et dit qu'il avait tout faux. C'était son territoire. La silhouette se révéla être une délinquante de rue, une élite de niveau 3. D'autres hommes sortirent de l'ombre, bloquant sa fuite. Jay se rappela que Meltdown avait encore une figure clé se démarquait, la gérante de la rue sombre, Chia Léon. Elle l'observa avec un sourire, notant à quel point il était bien informé, soupçonnant même qu'il pourrait être un joueur. Dans sa vie précédente, Jay avait été ciblé par ces PNJ de la rue sombre plus d'une fois. Il savait exactement comment cela fonctionnait. En restant simple, elle lui dit que quelqu'un avait payé pour sa vie. Il avait été marqué pour la mort. Jusqu'à présent, il n'avait offensé que 2 personnes, le paladin Ballet et Rekford du gang des méchants Rex. Il demanda qui voulait sa mort. Avec un sourire complice, elle dit qu'il connaissait déjà la... J'ai souri, disant que Rekford n'avait plus le courage de l'affronter directement et devait se résoudre à engager d'autres. Elle haussait les épaules, précisant qu'elle n'était qu'une PNJ qui gérait des transactions. Pour elle, les rancunes des joueurs ne signifiaient rien. Puis elle donna l'ordre de le tuer. Les hommes derrière Jay se précipitèrent. Jay dégaina son épée et se tourna pour les affronter. Leur choc résonna dans la ruelle étroite. En un instant, ils furent abattus. Jay lui demanda si elle voulait essayer ensuite. Elle marqua une pause, calculant. Le voler maintenant serait une mauvaise affaire. Si ça tournait mal, le paiement qu'elle recevrait ne couvrirait même pas les frais médicaux de ces hommes. Même ensemble, ils n'étaient pas de taille face au Blood of Down. Elle ajouta calmement que même les PNJ calculent le profit et la perte dans les affaires. Elle décida d'envoyer un message à Rekford. Son rapport dirait qu'elle avait fait de son mieux, mais que la pression était trop forte, et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de reculer. Elle lui fit un signe de la main enjouée, l'appelant Petit Blood of Down. Avant de partir, elle ajouta que s'il revenait dans la rue sombre, Jay l'arrêta soudain, son expression devenant froide. Elle se retourna, légèrement agacée, soulignant qu'elle le laissait déjà partir. Mais au lieu de reculer, il exigea le sac de pièces de cuivre qu'elle avait pris. Elle lui rappela qu'elle avait... Amusée, elle dit qu'il osait encore négocier avec elle après ça. Pour elle, ce sac de pièces n'était que le prix qu'il payait pour survivre. Mais pour Jay, c'était de l'argent qu'il avait gagné par... Une aura pesante commença à émaner de son corps, alors qu'il lui disait qu'elle gagnait aussi de l'argent avec ses propres compétences. Elle dégaina son épée, disant qu'elle prendrait à la fois sa prime. Jay chargea, leurs lames s'entrechoquèrent, mais dans l'instant suivant, son épée se brisa en 2. Elle lui dit calmement qu'elle manie une arme de destruction. Jay plissa les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas. Dans sa vie précédente, elle n'était qu'une simple marchande sur le marché noir contrôlé par des PNJ. À l'époque, elle offrait même de lui prêter de l'argent pour acheter une nouvelle arme, juste parce qu'elle le trouvait séduisant. Maintenant, cela le fit se demander, qu'est-ce qui avait changé cette fois? Jay serra les punys. Même s'il devait se battre à main nue, il était prêt. Il ne la laisserait pas s'en tirer aussi facilement. Elle pouvait sentir qu'il essayait de la provoquer, mais pourtant, elle n'était pas de mauvaise humeur, alors elle ne se souciait pas d'échanger quelques coups. Avec un sourire sournois, elle appela ses hommes et leur ordonna de commencer la cérémonie d'accueil des rues sombres. La foule rugit comme des fanatiques. Pleine de confiance, elle chargea droit sur Jay. Jay fut pris au dépourvu. Heureusement, il esquiva à la dernière seconde, ne perdant qu'une mèche de cheveux. Elle enchaîna avec une autre attaque. Il bloqua son coup de pied avec ses avant. Il réalisa rapidement. Elle était en fait forte. Il se jeta en avant. Leurs poings se heurtèrent au centre. Elle tenta de lui donner un coup de pied à nouveau, mais il esquiva. Elle loua ses réflexes rapides. Elle visa un coup bas. Elle se figea un instant, puis se recula rapidement. Il annonça qu'il était temps de mettre fin au combat. Son poing s'écrasa contre le mur, le fissurant. L'impact effleura à peine sa joue. Elle trouva cela intéressant. Il lui demanda si elle pensait toujours que ça valait le coup de se battre. À partir de maintenant, elle perdrait plus qu'elle ne gagnerait. Elle resta là, stupéfaite, puis éclata de rire. Maintenant, il l'intéressait vraiment. Elle savait qu'elle avait déjà perdu assez de temps. Elle appela ses hommes et ils partirent tous. Il murmura qu'elle était une femme étrange.
Il remarqua que la bourse avait une sensation différente. Un instant, il pensa qu'elle avait utilisé une illusion. Il y avait un œil. Avec un message d'elle. Elle disait que c'était un cadeau de rencontre et qu'elle avait hâte de travailler avec lui. Il fronça les sourcils, confus sur la signification réelle du cadeau. L'œil brilla soudain et se projeta directement dans son œil. Il tomba à genoux, frappé par une douleur aiguë et insupportable. Soudain, le système annonça qu'il avait obtenu un artefact divin rare. L'œil de la vraie vision. C'était comme un œil desséché, lié à un ancien dieu déchu. Bien qu'abandonné, il lui conférait une puissante pseudo-compétence, lui permettant de voir à travers les illusions et de découvrir la vérité. Il ne s'attendait pas à une récompense comme celle-ci. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Maintenant, plus tard, au marché, il regarda autour de lui, cherchant quelque chose d'utile. Un homme vendant des pierres noires attira son attention. Il s'approcha et vérifia les marchandises. La pierre noire était le... Les joueurs qui passaient tout leur temps à miner des minerais de cristal magique s'étaient effondrés des centaines de fois à cause de cela. Avec le temps, ça s'accumulait comme des montagnes dans les entrepôts des joueurs. Ça prenait trop de place et ne valait même pas la peine d'être vendu. Soudain, l'œil de la vraie vision s'activa. Il ne s'attendait pas à ce qu'il se déclenche tout seul. Puis il remarqua quelque chose dans le tas de pierres. Un cristal se distinguait des autres. L'œil compléta son évaluation. J'ai été stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que l'œil de la vraie vision soit si puissant. Il venait de trouver un trésor en se promenant tranquillement. J'ai décidé de le sécuriser d'abord, puis de l'étudier plus tard. Le vendeur a essayé de le flatter, mais j'ai pensé que c'était un vrai naïf. Au fond, il ne s'attendait pas à ce qu'une pierre sans valeur lui rapporte une pièce de cuivre. Il se sentait chancé. J'ai a écrasé la gemme et a obtenu la pierre d'étoile sans flamme. Sous son apparence extérieure, c'était quelque chose que l'évaluation normale ne pouvait pas détecter. Il n'était pas surpris qu'on l'ait pris pour un déchet et jeté. Mais maintenant, il savait que s'il le vendait à un PNJ, cela vaudrait bien plus de 100 pièces de cuivre. Il se souvenait que la pierre d'étoile avait une autre utilisation spéciale. Lorsqu'elle était démontée, elle pouvait se transformer en un matériau rare pour l'alchimie. Il voulait maximiser sa valeur, alors il a décidé d'essayer l'alchimie. Beaucoup font même de ces professions de style de vie, comme tailleurs, forgerons et artisans de gemmes, leur classe principale. Le niveau d'entrée pour ces métiers est facile, presque comme une extension de la vie réelle, offrant une pause agréable. De ce fait, la plupart des joueurs essaient une ou deux. Cependant, il y a une profession de style de vie qui est différente. Non seulement elle est difficile d'accès et coûteuse, mais le processus lui-même est dangereux. Une petite erreur peut provoquer une explosion et vous tuer. Il a ouvert l'interface et a décidé de vérifier d'abord les prix des produits d'alchimie. La liste montrait qu'une potion de santé moyenne coûtait 10 pièces de cuivre, avec un achat limité à une bouteille. S'il suivait la recette officielle, le coût des matériaux serait supérieur à une pièce de cuivre, plus élevé que le prix de vente. Il a vu que la mousse de clair de lune coûtait 2 pièces de cuivre, 2 nectars de tournesol 5 pièces, l'herbe hémostatique 1 pièce, tandis que l'eau propre et les bouteilles de cristal moyenne avaient presque aucune valeur. Rien qu'en regardant, il savait que ce serait... En plus, les alchimistes avaient généralement un taux d'échec élevé, souvent autour de 60%, rendant la production encore plus coûteuse. C'est pourquoi le coût réel des potions était presque le double de leur prix affiché. C'est pourquoi la plupart des joueurs, plus ils investissaient, plus ils perdaient d'argent. Mais comme il avait vécu dans ce monde pendant des années, il connaissait déjà les recettes cachées de certaines potions. À l'origine, même s'il connaissait la recette, il ne pouvait pas la fabriquer. Il lui manquait le matériau le plus important. Mais maintenant, cette découverte inattendue lui donnait la chance parfaite de faire un profit. Pendant ce temps, quelqu'un l'observait et remarquait qu'il achetait encore quelque chose. L'autre espion lui a dit de ne pas s'en soucier et de le suivre discrètement, espérant en tirer. Comme Jay avait le titre de la lame de l'aube, il pensait qu'il était très familier avec l'économie du système depuis la bêta fermée. L'homme l'a vu acheter une pierre noire au stand précédent, alors il en a acheté une aussi. L'autre espion a admis qu'il était convaincu et a fini par... Ironiquement, le vendeur a commencé à se demander s'il avait vendu les pierres noires trop bon marché. J'ai acheté suffisamment de bouteilles de cristal moyenne et de matériaux de base, comme des feuilles d'herbe verdoyantes. Ensuite, en utilisant le matériau rare, il a réussi à créer de la poudre de pierre d'étoile parfaite. Un espion s'est demandé ce qu'il venait d'écraser. Il a deviné que c'était la pierre noire que Jay avait achetée et que Jay essayait de fabriquer des biens de haute qualité avec la pierre noire comme matériau clé. Ils ont décidé de le copier.
Ils ont écrasé les pierres noires dans leurs mains et ont obtenu de la poudre de pierre de sèche et de la poudre de fourrage bleu. À l'origine, l'essence de feuilles d'herbe ne pouvait être transformée qu'en jus d'herbe faible. G a versé l'essence de feuilles d'herbe dans la bouteille. Ensuite, il a ajouté la poudre de pierre d'étoile. Avec l'effet catalyseur, le mélange d'herbes faibles, les espions l'ont vu se diriger vers la fontaine et ont pensé qu'il allait effectuer un rituel de haut niveau. Cela leur semblait logique, car un tel artisanat nécessitait un environnement approprié. En regardant de près, à leur grande surprise, G a simplement rempli la bouteille d'eau et le liquide est devenu vert. Le système l'a informé qu'il avait obtenu une potion de santé moyenne. G était satisfait. Son apparence correspondait à celle vendue dans le magasin et l'effet était le même. Les espions pensaient qu'il fabriquait des potions fausses. Il a continué à répéter le processus et a réussi à fabriquer une centaine de potions de santé moyenne. Le système l'a récompensé avec une énorme... En voyant les résultats, il a réalisé que ses connaissances passées pouvaient maintenant se transformer directement en argent. Les gens ont remarqué les bouteilles près de la fontaine et ont demandé combien il les vendait. Plus de joueurs sont venus et ont même essayé d'acheter en gros. Comme il les avait légèrement sous-évaluées par rapport au magasin, elles se sont vendues instantanément. Certaines ont même été revendues à un prix plus élevé. Au final, ces 100 pièces de cuivre s'étaient transformées en 1000 en une heure. Les espions ont finalement réalisé qu'il l'avait sous-estimé et que ce qu'il vendait était de vrais médicaments. Ils ont pensé que sa méthode était probablement un savoir secret de la bêta fermée. Si cela devenait public, voyant l'opportunité, ils ont prévu d'en profiter et de s'enrichir avant que le système ne corrige la faille. Pensant que c'était facile, ils ont essayé de copier le processus, croyant que l'alchimie était simple. Mais ils ont fini avec une bouteille de potion toxique à la place. Le gars qui l'a fabriqué a dit à son ami que c'était une potion de santé, juste d'une couleur différente. Son ami a demandé s'il osait la boire et juste comme ça, le système a notifié que le joueur Jabba s'était suicidé. La foule est devenue curieuse de ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un venait de se suicider. Mais G savait qu'ils avaient essayé l'alchimie à l'aveugle sans comprendre la recette et qu'ils avaient subi la malédiction de l'alchimie. Il pouvait seulement souhaiter que le gars ait plus de chance la prochaine fois. Passant à son prochain plan, il devait se déconnecter et gérer sa nouvelle richesse. G s'est déconnecté chez lui. Il a retiré le casque VR tout en calculant le taux de change, notant avant de se déconnecter, il avait déjà échangé 50 pièces de cuivre via la plateforme de trading. Peu après, il a reçu la confirmation que 5 millions yuan avaient été déposés sur son compte. Il était impressionné par la rapidité. Un groupe d'hommes a fait irruption chez eux, exigeant le remboursement et faisant des menaces. Sa mère et sa sœur ont été prises au dépourvu. Ils ont dit que le paiement n'était pas dû encore puisque le mois venait juste de commencer et que la date limite était à la fin du mois. Le chef... Mais il avait perdu 1 million dans les poches. Les menaçant, il a averti que s'il ne récupérait pas d'argent tout de suite, les choses allaient mal tourner. La mère de Jay s'est excusée, disant qu'il n'avait pas encore l'argent. Elle a supplié pour quelques jours de plus. Ensuite, ils ont attrapé la sœur de Jay. Sa mère a appelé Sikshi, sa sœur. Il a saisi la mère et a fait une remarque dégoûtante sur sa fille, la traitant comme quelque chose à vendre. Terrifiées, elles ont essayé de résister, alors il a même suggéré que le gamin sorte et fasse des travaux forcés. Au moins, ses organes pourraient être vendus pour de l'argent. Il a été stupéfait quand quelqu'un a soudain demandé s'il s'agissait d'1 million. C'était J. Ils ont ri de lui, pensant qu'il bluffait, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une notification qu'1 million était arrivé sur leur compte. Ils se sont figés. Un des hommes de main a dit au patron de vérifier son compte. J a calmement demandé si c'était suffisant. Yeah. Sa mère a demandé d'où il avait eu l'argent. Le chef des voyous a commencé à réaliser quelque chose pendant que ses hommes de main confirmaient le paiement. C'était réel. Le chef a saisi J par le col. Il savait que ce gamin n'était qu'un joueur en... J a dit à sa mère de rentrer. Le voyou a exigé de savoir comment il avait fait. J a répondu qu'il n'était qu'un joueur, donc bien sûr, il gagnait de l'argent en jouant. Le chef des voyous était furieux. Il avait perdu 1 million. Il a déclaré que l'argent que J avait envoyé n'était pas un remboursement, mais une compensation pour ses pertes de jeu. J savait que c'était juste de l'extorsion. L'homme a tendu la main pour attraper J, mais J a rapidement saisi son poignet et l'a tordu. L'homme a été choqué par la rapidité. J a dit qu'il n'était pas seulement bon au jeu. Il tordit le bras de l'homme plus fort, le faisant crier. L'homme ne pouvait pas croire que c'était le même joueur inutile. J a calmement affirmé qu'il était bien cette personne. Les autres commençaient à s'impatienter, mais
Il tremblait déjà en suppliant J de régler ça pacifiquement. J était dégoûté de l'entendre l'appeler frère. L'homme remarqua sa présence écrasante. Pour lui, c'était comme si un esprit maléfique était revenu de l'enfer. J lui a demandé s'il voulait toujours l'extorquer. L'homme a vite dit que c'était un malentendu et qu'il essayait juste de gagner sa vie. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de rendre les choses laides. Puisque J avait déjà payé, il n'avait aucune raison de causer. Il a demandé à ses hommes s'ils étaient d'accord. Bien sûr, ils ont suivi leur chef. J leur a dit de sortir de chez lui immédiatement. Ils se sont précipités dehors sans hésiter. Zixi leur a même crié qu'ils étaient impolis, et si elle les revoyait, elle les frapperait. Les hommes ont rapidement répondu qu'ils n'oseraient pas revenir. Puis Ixi s'est tourné vers son frère et a demandé des explications. J était confus et a demandé ce qu'il devait expliquer. Elle a fait remarquer qu'un millionnaire était soudainement apparu chez eux. Cela l'a rendu nerveux. Il se demandait comment tout expliquer sans inquiéter sa famille. J pensait à quel point il était bon de renaître. Dans sa vie précédente, son père était mort et sa sœur était très malade, laissant sa famille avec d'énormes dettes. Il devait porter le poids de toute la famille. Il se promenait avec son CV. Les gens lui disaient de revenir et d'attendre une opportunité. À l'époque, il luttait pour trouver un travail stable et pouvait à peine survivre. Jusqu'au jour où il est passé devant une mascotte invitant les gens à jouer à époche. Il disait que c'était un monde infini, plein d'inconnus avec d'innombrables richesses à découvrir. Il pouvait même gagner de l'argent. Il avait un peu honte de l'admettre. Il n'était qu'un guerrier débutant. Puis, un chef de groupe de farming d'or s'est approché de lui parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de mourir. Ils lui ont dit que chaque course rapportait 2 pièces de cuivre. Chaque combat dans lequel il entrait semblait le rapprocher de la mort. Mais tant qu'il restait en vie, il pouvait gagner de l'argent. Le chef a vite remarqué que Jay était difficile à tuer. Il a souligné que Jay survivait toujours jusqu'à la fin. Pour les autres, cela semble. Jay n'a rien dit. Voyant ses efforts, le chef lui a donné une pièce de cuivre supplémentaire. Il lui a dit de continuer à travailler dur et de les soutenir. Jay était contrarié. En affrontant constamment des combats à la vie ou à la... Avec le temps, il est devenu assez fort pour survivre seul, même en battant des boss en solo si nécessaire. En devenant plus fort, il a formé une nouvelle croyance. Il a réalisé que devenir le plus fort ne nécessitait pas... Avec cet état d'esprit, il a choisi le chemin pour devenir le plus fort. Cela lui a aussi permis de gagner de l'argent tout en protégeant la personne la plus importante pour lui. Il a décidé de devenir le plus fort. Plus tard dans son voyage, il a rencontré un bon frère qui... Ils ont convenu de devenir des personnes dont on parlait. Jay, connu comme le dieu de la guerre immortelle. Il n'était appelé que pour les combats d'équipe les plus dangereux, mais ceux qui l'avaient vu savaient que ses compétences étaient bien au-delà de la normale. C'était quelque chose qu'aucun joueur moyen ne pouvait égaler. Partant de rien, sa force était entièrement basée sur la technique, bien au-dessus des joueurs ordinaires. À cause de cela, ses revenus ont augmenté et la situation de sa famille s'est lentement améliorée jusqu'à ce que quelque chose change. L'agent de bataille de poing, il croyait avoir la force de se battre contre les meilleurs. Il rêvait d'atteindre le sommet des poches et de se tenir à son sommet. Et plus que cela, le prix pouvait guérir la maladie de sa sœur. Il a demandé pourquoi. L'agent a expliqué que cette soi-disant compétition de pointe était contrôlée par l'argent. En tant que personne d'un milieu normal, il n'avait aucune chance contre des joueurs soutenus par la richesse. Pour eux, sa défaite était déjà décidée dès le départ. Perdre contre lui signifierait l'aider à atteindre son objectif. Mais j'ai croyais que Chang Cheng ne trahirait pas leurs promesses. Puisque Chang Cheng connaissait sa raison de devenir joueur, il pensait qu'il était juste de donner tout ce qu'il avait. Il a décidé de devenir le plus fort. Même en tant que simple citoyen, il a choisi de défier le destin et de s'élever par sa propre force. Au fond de lui, il croyait que tant qu'il continuait d'avancer, ce chemin était le bon. L'agent l'a averti que s'il n'acceptait pas, le capital trouverait un moyen. Ils ont donc suggéré qu'au lieu de tomber du sommet, il devrait saisir l'occasion de se retirer. Il a pensé à l'écart entre eux. Ballet pouvait échouer encore et se relever grâce à son puissant soutien. Mais pour quelqu'un comme lui, un échec, il n'avait pas de seconde chance. Juste à ce moment-là, il a répondu à un appel, sentant déjà que quelque chose n'allait pas en demandant à sa mère ce qui se passait. La voix de sa mère tremblait en disant que l'hôpital avait arrêté le traitement faute d'argent. Elle l'a supplié d'abandonner, disant qu'il y avait des hommes en noir suspects qui surveillaient à l'hôpital. En entendant cela, il a laissé tomber le téléphone, complètement bouleversé, et il a craqué en pensant à sa sœur. Dans le présent,
Essayant de la calmer, il a forcé un sourire. Elle a dit qu'il agissait bizarrement. Elle doutait qu'il puisse vraiment gagner autant d'argent grâce au jeu. Il a répondu que oui, car il avait ouvert une boîte mystère et vendu un équipement. En entendant cela, elle s'est excitée et est allée chercher le casque VR pour pouvoir jouer aussi. Il a crié que les mineurs n'étaient pas autorisés à jouer. Chacun a ses propres raisons de devenir joueur. Certains le font pour la gloire, d'autres pour des rêves, et certains, ils voulaient devenir le plus fort. Les gens au bas de l'échelle sont assez durs pour survivre. Ils sont habitués à échanger leur vie contre de l'argent, presque comme des monstres. Peu importe à quel point les choses deviennent mauvaises, ils continuent d'avancer. Mais la vérité, il voulait devenir le plus fort parce que seul le dernier debout peut protéger ce qui compte le plus. C'est pourquoi il a choisi de devenir joueur. Dans cette vie, il voulait devenir le plus fort, mais il devait d'abord acheter quelque chose. Alors, il est allé au magasin officiel. Il y avait de nombreux articles différents à l'intérieur. Dans sa vie précédente, ce n'est qu'à un stade moyen avancé qu'il avait enfin économisé assez pour acheter de l'équipement. Et même alors, c'était 2 niveaux en dessous des meilleurs. Mais Chang Cheng utilise. Le vendeur l'a reconnu. Il a demandé si le modèle d'entrée de gamme ne lui convenait pas. Il a dit qu'il voulait acheter un Supreme Thunder. L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Puis il a ricané et a dit qu'il n'essayait pas de le sermonner, mais que ce genre de discours était quelque chose. L'homme l'a rejeté, disant qu'il était impossible pour quelqu'un de son âge. Il a dit que même s'il travaillait dans le bâtiment pendant 10 ans, il ne pourrait toujours pas se permettre même une petite partie de cet appareil. Puis quelqu'un est entré et a payé le Supreme Thunder en entier. Le vendeur a instantanément changé d'attitude envers ce client riche nommé Rekford. Il a dit qu'il n'y avait qu'un seul stock dans toute la ville et qu'il avait été spécialement préparé pour lui. Jay a reconnu la voix de Rekford. Les hommes derrière Rekford murmuraient qu'il s'était fait avoir par cet idiot nommé Lin Jay. Rekford a blâmé son équipement pour ne pas avoir pu écraser Jay. Il était clairement furieux. Jay a dit que les ennemis sont destinés à se rencontrer sur un chemin étroit. Il lui a rappelé sa dernière menace et a demandé s'il voulait une autre leçon. Rekford a réalisé que Jalian n'avait pas réussi à le faire. Il a admis que Jay était dur, mais que c'était la vraie vie et que Rekford était confiant ici. Son homme de main lui a rappelé qu'il avait dit la même chose à Meltown. Il a prétendu que le gamin trichait dans le jeu, mais dans la vraie vie, il ne pourrait pas tricher. De plus, c'était 3 contre 1, alors il leur a dit d'apprendre à ce gamin une leçon. Le vendeur a rapidement dit de ne pas se battre là. Il a averti Jay de ne pas agir imprudemment, lui rappelant que la personne devant lui était le jeune. Il l'a pressé de s'agenouiller et de s'excuser, disant qu'il ne pouvait pas se permettre de casser quelque chose dans sa boutique. Jay a soupiré, affirmant que les jeux devaient rester des jeux, sans se mêler de la vraie vie. Il avait prévu de laisser passer. Rekford, il était déterminé à reprendre la fierté qu'il avait perdue dans le jeu. Les hommes de main étaient aussi en colère, ayant travaillé dur pour monter en niveau. Rekford l'a attaqué. Jay a activé son œil. Il a pensé à ses 5 années de combats brutaux dans Azura, qui avaient aiguisé son esprit. Sa vitesse de réaction et ses réflexes avaient beaucoup progressé. Grâce à ses réflexes rapides, tout autour de lui semblait plus lent pendant les combats. Cela se produit. Après avoir esquivé l'attaque, Rekford l'a accusé de tricher aussi dans la vraie vie. Il s'est préparé à riposter avec son poing et lui a asséné un coup puissant. Rekford avait l'air d'avoir perdu son âme. Jay lui a dit que tricher dans la vraie vie était... Puis, il a dit aux 2 hommes restants de venir ensemble pour gagner du temps. Mais ces hommes ont choisi de laisser leur patron derrière. Jay a payé tranquillement et a demandé au vendeur de préparer le suprême tonnerre. L'homme était choqué et a demandé comment il avait... Jay a simplement dit que son solde était suffisant. Il est sorti du magasin en portant une boîte. Mais ensuite, il a remarqué quelqu'un qui l'attendait. C'était un grand homme aux cheveux verts. Il l'a reconnu comme Hawk du jeu. Il a demandé pourquoi il n'avait... Hawkabal Beauty. Il a eu du mal à exprimer ce qu'il voulait. Puis, il a soudain dit qu'il voulait devenir plus fort. J'ai trouvé cela un peu amusant. Il s'est présenté comme Hawk, un chevalier de la rétribution. Il a supplié la lame de l'aube de l'accepter comme disciple. J'ai dit qu'il n'avait pas l'intention de prendre un disciple et s'est tourné pour partir. Mais Hawk s'est agrippé à lui, disant que dès qu'il l'avait vu se battre comme un dieu de la guerre revenu de l'enfer, il avait compris que Jay était une... Hawk a admis qu'il avait choisi le talent de flamme de rétribution par peur. Il a dit qu'il craignait de combattre les autres, de se blesser et de prendre de vraies responsabilités. Il a ajouté que tous ces effets Tapax engravent l'œil mais d'inutile cachaient sa... Et maintenant, il voulait vraiment devenir plus fort et quelqu'un de puissant comme Jay. Alors,
Il a supplié à nouveau de l'accepter comme disciple. Jay s'est excusé et a dit que pour l'instant, il n'avait pas l'intention de prendre des disciples. Il a alors pensé que l'autre gars ne comprenait toujours pas ce qui comptait vraiment. Pourtant, il a ajouté que peut-être à l'avenir, il pourrait y réfléchir. Les yeux de Hawk se sont illuminés lorsque la lame de l'aube ne l'a pas complètement. Jay savait qu'une fois que quelqu'un admettait sa faiblesse, il avait déjà commencé à devenir plus fort. Il a noté qu'Epoch était en train de se mettre à jour pour lancer la version 1.0. Il pensait qu'au moment venu, il observerait Hawk attentivement. Hawk a crié qu'il utiliserait ce temps pour prouver sa valeur. Il a déclaré qu'il méritait de devenir le disciple de la lame de l'aube. À ce moment-là, les rouages du destin ont commencé à tourner, se déplaçant d'une manière totalement différente de celle d'avant. Et c'était quelque chose que... Il était prêt à dominer à nouveau le jeu. Quelques secondes plus tard, il est apparu devant sa maison dans le jeu. Il n'y était pas retourné depuis que le maire Green lui avait donné la clé. Puis il a réalisé qu'il avait défini son point de connexion par défaut à sa propre maison. Il a été accueilli chez lui en tant que seigneur lame de l'aube. Un message système est apparu, disant que la mise à jour avait débloqué la fonction de rénovation de la maison, lui permettant de modifier librement la maison. Il a également été dit que le terrain dans un rayon... Le système a expliqué que plus sa réputation dans Epoch était élevée, plus il pourrait obtenir de terrain à l'avenir. J'ai été surpris, réalisant que cette fonctionnalité existait même. Il a admis que dans sa vie précédente, en regardant autour de lui, il a vu que la maison était complètement vide et pas du tout habitable. Il a vérifié les options de rénovation et a vu des choses comme des carreaux de luxe, un canapé en cuir, un lustre et même un support d'armes, tous au prix de pièces d'argent. Il a réalisé que la maison que le maire Green lui avait donnée était en gros conçue pour lui vider son argent durement gagné. En comparant les coûts, il a pensé qu'il pourrait même acheter un vrai manoir, et il les a traités de profiteurs. Pourtant, le paysage était agréable, donc l'argent n'était pas totalement gaspillé. Assis à l'intérieur, il s'est dit qu'il pourrait juste gagner plus d'argent plus tard. Soudain, quelqu'un a sonné à la porte. Il s'est dirigé vers la porte pour vérifier. C'était notre waifu méchante numéro 1, Léon. Elle avait une mine renfrognée, se sentant déjà malchanceuse. Il a essayé de fermer la porte, mais elle l'a poussé et a dit qu'il pouvait être considéré comme de vieux amis. Il a alors pensé à la façon dont Léon contrôlait tout le monde souterrain de la ville, et rien de bon ne venait jamais de ses affaires. Il était aussi connu que de nombreux joueurs dans Epoch étaient dans le PVP malveillant. Les joueurs qui avaient des noms rouges, mais les NPCs du monde souterrain comme Xiaolian prenaient ces joueurs infâmes et leur offraient des services. Bien sûr, ces services venaient avec des frais supplémentaires, et quiconque la cherchait était généralement en difficulté. Puis il a dit que c'était la première fois qu'il voyait un NPC venir directement à sa porte pour proposer une quête. Sans hésiter, il lui a dit qu'il n'était pas intéressé. Elle a poussé la porte plus fort, le frappant au visage. Elle a dit que dans Meltdown, personne d'autre. Puis elle a expliqué qu'un repère de bêtes démoniaques mangeuses d'hommes était apparu sur la crête ouest. Il n'avait aucune idée qu'une telle chose avait même eu lieu. Léon a expliqué que la créature était très forte et avait déjà mangé plusieurs de ses subordonnés, donc elle avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Il a souligné que ces hommes travaillaient généralement près de la ville. Il a demandé pourquoi ils iraient jusqu'à Westwind Ridge juste pour mourir. Léon a dit que dans leur métier, il valait mieux ne pas poser trop de questions. Elle lui a dit de simplement décider s'il accepterait le travail. Jay a contre-attaqué, disant 10 pièces d'argent à la place. Léon était choqué et a dit que c'était un prix exorbitant, car 10 pièces d'argent équivalaient à 1000 pièces de cuivre. Il a calmement répondu que puisque c'était lui qui pouvait accomplir. Il a fermement dit que 10 pièces d'argent était sa dernière offre. Léon s'est plainte qu'avec cette somme, elle pouvait engager tous les joueurs de la ville. Elle a demandé pourquoi elle aurait même besoin de lui. Il a dit que si elle venait à lui personnellement, il a ajouté que si elle ne voulait pas le dire, il pouvait le dire pour elle à la place. Léon a trouvé cela intéressant et lui a dit d'y aller. Il a révélé que le coffre au trésor de Léon était situé à Westwind Ridge et était en fait un donjon caché. Après la mise à jour, il a souligné qu'elle voulait récupérer son trésor, mais ne pouvait pas trouver la bonne personne pour le faire. Elle était choquée qu'il le sache. Il savait que la richesse volée qu'elle avait cachée la valait bien plus que 10 pièces d'argent, peut-être plus de 100 pièces d'or avec de nombreux objets précieux. Léon était stupéfaite et a demandé comment il pouvait savoir tout cela, soulignant qu'il n'était qu'un joueur débutant. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun secret NPC qu'il ne connaissait pas. Dans sa vie précédente, le coffre de Léon était devenu une quête de chasse au trésor. Cela avait provoqué une frénésie à l'échelle du serveur et il était l'un des joueurs qui avait participé. Mais cela ne... Léon est tombé dans l'obscurité.
Elle a tué de nombreux joueurs innocents et a ensuite été traquée par une équipe de soumission. En fin de compte, la rue sombre chez Lion est devenue juste un autre nom enregistré dans l'histoire des poches. Il a ajouté que s'il le rapportait au maire Green, alors Chialion de la rue sombre ne verrait pas la prochaine version. Léon a maudit le maire Green avec colère, disant qu'il n'oserait pas s'immiscer dans ses affaires. Elle a ensuite admis que 10 pièces d'argent représentaient beaucoup pour elle, Pourtant, elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter une telle perte si facilement. Puisqu'elle tenait tant à l'argent, il lui a dit qu'il pouvait s'occuper de la tâche sans demander un seul sou. Surprise, Léon a demandé si c'était vraiment vrai. Un large sou. En retour, il voulait qu'elle abandonne son poste de responsable de la rue sombre. Il a pensé que devenir un vilain ne se faisait pas du jour au lendemain. Cela prend du temps, tant dans la vraie vie que dans le jeu. Fr. Il se souvenait que la première fois qu'il l'avait rencontrée, elle semblait différente. Son histoire avait commencé comme une petite quête secondaire. Puis, Meltown fut détruit et Chantegriffin devint le nouveau roi. Fr. Le maire Green fut tué et Jialien se rendit au cruel Griffin. Elle devint finalement son acolyte, croyant en la nature humaine maléfique, laissant l'obscurité grandir en elle sans s'arrêter. Fr. Elle devint une méchante, puis un boss, et à la fin, elle fut tuée. Mais dans cette vie, il vit un autre côté d'elle. Elle l'avait vu rassembler son peuple et admis sa propre faiblesse. Fr. Elle lui offrit même un cadeau pour l'avoir aidé, prouvant qu'elle avait ressenti de la joie et de l'excitation dans le combat. Il pensa que peut-être le cours du destin pouvait changer grâce à cette petite différence. Léon cria « Fr. Il activa l'œil de la vraie vision, lui permettant de voir à travers les mensonges des NPC. Réalisant cela, Léon cria avec colère qu'il avait utilisé l'objet qu'elle lui avait donné pour l'espionner. Il dit qu'il y avait des choses dans la rue sombre trop importantes. Fr. Léon reconnut qu'elle le respectait en tant que Blood of Down, tout en le maudissant. Puis elle sortit son épée. Il la fixa et dit fermement que c'était son territoire, demandant à Léon de montrer du respect. Il ajouta que seul lui pouvait l'aider à... Fr. Léon dit que le trésor était ses économies de toute une vie, et si elle